10h35, hein, nous pouvons commencer. Donc, encore une fois, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce 4e webinaire organisé dans le cadre de l'initiative Magric BYB. Le Magric BYB, le marché agricole Bilanga Betu, est une initiative de la coopérative agricole Bilanga Betu, de l'agence en communication POT, Pub on Traffic, ainsi que de leurs partenaires. Parmi les partenaires, je pourrais citer le CIPA, le Conseil interprofessionnel pour la promotion de l'agriculture, l'ANAPI, l'OCC, Equity BCDC, Monnaie Trans et autres. Donc, nous sommes, comme je disais, au 4e webinaire. Justement, nous sommes en train de traiter des questions agricoles d'actualité, des questions entrepreneuriales d'actualité. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, nous allons parler des initiatives agricoles des jeunes entrepreneurs et du financement. Comme vous le savez, le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement, dans le progrès d'une nation quelconque n'est plus à démontrer. Surtout quand il s'agit de l'entrepreneuriat juvénile, c'est-à-dire des jeunes, et féminin, l'entrepreneuriat des femmes. Donc aujourd'hui, nous avons 2 femmes entrepreneurs qui vont nous entretenir sur leurs initiatives, sur leurs entreprises et sur leurs actions. Je vais brièvement, rapidement les présenter. Il s'agit de Dorcas Mumbembe. Dorcas Mumbembe est fondatrice et responsable du projet EcoPlus. Et de Roland Songwa, qui représente ici le projet, un projet aquaponique, projet Ndunda Aquaponics. Voilà. Je m'imagine le terme aquaponie résonne déjà dans nos esprits, dans nos têtes, mais je pense que nous en aurons l'explication exacte tout au long de ce webinaire. Donc, nos 2 entrepreneurs vont brièvement partager leurs initiatives, leur expérience, et juste après elles, un expert de la banque Equity BCDC va nous entretenir sur le financement. Il est question du financement du secteur agricole, du financement de l'agro-business. C'est vrai que on se plaint à travers le pays que l'agriculture n'est pas financée, il n'existe pas de programme agricole adapté, approprié, mais justement, nous avons un expert, un responsable de ce secteur, du secteur de l'agro-business au sein de cette grande banque qui va nous entretenir sur la question des financements. Donc, je préfère donner la parole à nos entrepreneurs, que je remercie vivement d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de nous partager leurs expériences, leurs initiatives. Pouvons-nous commencer avec Roland Songwa? Roland Songwa, bonjour. Roland Songwa, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour Roland, vous avez la parole. Brièvement, pouvez-vous nous présenter votre initiative? D'accord. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous imaginiez une situation. Vous êtes à Kinshasa, vous avez besoin de trouver du poisson frais, mais seulement vous imaginez la distance qu'il vous faudra pour arriver jusqu'en bordure de fleuve, l'endroit où vous pouvez probablement trouver du poisson. Vous imaginez les embouteillages et tout ce qu'il vous faudra. Mais après, vous vous dites pourquoi ne pas simplement basculer à l'alternative du poisson chinchard qu'on trouve partout et à moins cher. Mais seulement vous vous rappelez que vous êtes à la recherche du sain et du bio. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes se trouvent dans cette même situation, à la recherche du frais et du bio, mais qui y ont difficilement accès? Le problème, c'est que la RDC importe chaque année des tonnes et des tonnes de poissons, en dépit des vastes cours d'eau.
Pour la population de Kinshasa seulement, la RDC importe 85 000 tonnes de poissons. La qualité et la traçabilité de ces produits ne sont pas toujours vérifiées. Et donc, certaines personnes préfèrent se pencher vers le frais, mais y ont difficilement accès, surtout en pleine ville. C'est pourquoi nous avons développé Ndunda Aquaponics, qui est une structure développant des solutions innovantes dans le domaine agricole et aquacole. Nous produisons de manière durable des poissons et des végétaux, des légumes, localement sous le principe écologique de l'aquaponie, qui est une combinaison de deux cultures, une agriculture hors sol et l'élevage des poissons en un système en boucle fermée, dans le sens où les nutriments trouvés dans l'eau des poissons servent d'engrais aux plantes et l'eau purifiée qui passe des plantes rentre dans les étangs, de sorte à avoir une recirculation des déchets. C'est une technique agricole qui est pratique dans les milieux urbains. Pour notre cible, nous avons la population de Kinshasa qui est estimée à 17,7 millions d'habitants. La demande en poissons s'élève à 9 millions d'habitants. Dans ces 9 millions d'habitants, nous pouvons capturer les ménages urbains, les grands marchés dans lesquels ces ménages s'approvisionnent, les établissements hôteliers, restaurateurs, mais aussi les supermarchés. Pourquoi Ndunda Aquaponics? Parce que nous garantissons la fraîcheur des produits. Nous produisons de manière locale, donc nous sommes au plus proche du consommateur, et nous utilisons l'aquaponie que j'ai expliqué plus tôt, qui nous permet de produire en grande quantité sur un petit espace, en utilisant l'énergie solaire et en recirculant les déchets. Pour commander nos produits, il suffit de passer commande en ligne sur les réseaux sociaux, par emailing. La livraison se fait à domicile ou la pêche directement à la ferme. Donc, le client peut venir directement à la ferme et voir comment ça se passe. Nos projections pour une ferme à capacité minimale de production de 500 kg le mois, nous projetons de vendre le kilogramme à 4 $ pour avoir un chiffre mensuel de 2 000 $. Après avoir déduit les charges, les coûts de production, etc., nous avons un bénéfice mensuel de 1 000 $ et un bénéfice annuel de 12 000 $. Notre équipe est composée de Christian Songwa Diabanza, qui est le manager général. Il a un master en sciences. Nous avons Glossège Moukwami, qui est le consultant en automatisation. Roland Songwa, que je suis étudiante en première année de licence économie rurale. Je suis chargée des opérations administratives et financières. Nous avons Bruno Sindangari, qui est ingénieur agronome et opérationnel, il travaille sur place. Nous avons M. Olivier Lappé, qui est aussi ingénieur agronome, il est consultant en recherche et développement. Nos réalisations jusque-là, nous avons participé à la création de la ferme d'Eminenza du Haut-Katanga, où nous avons pu vendre notre technologie. Aujourd'hui, cette ferme est la plus grande productrice d'alevin du Haut-Katanga. Nous avons aussi une ferme prototype installée à Petseke. Nous avons pu produire entre 2020 et 2021 800 kg de poissons et des végétaux. Alors, la prochaine fois que vous penserez poisson frais, pensez Ndunda Aquaponics. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roland. Olivier. Je remerciais tout à l'heure Roland de sa brève intervention qui a été claire et qui suscite déjà des questions. Bonjour Dorcas, vous êtes avec nous? Bonjour, oui, je suis là. Bonjour Dorcas, allez-y, vous avez la parole. Parlez-nous du projet EcoPlus. Je suis Dorcas Mumbembe. Je suis la directrice d'EcoPlus. Il y a trop de bruit. Vas-y Dorcas. D'accord. Je disais, je suis Dorcas Mumbembe, je suis la directrice d'EcoPlus. EcoPlus est une entreprise congolaise qui est dans la fabrication de sacs et emballages papier biodégradables faits à base des fibres de bananier. Pour la petite histoire, je veux vous rencontrer une petite histoire de l'un de mes clients. Il s'appelle M. Chongo. Alors, pendant le confinement, il a commander plus de 500 emballages en Chine.
Et cela lui a fallu plus de 14 jours avant d'être livré ici à Kinshasa. Alors qu'il avait déjà un grand nombre de commandes à livrer, il n'avait pas d'alternative. Et cela a créé vraiment un sentiment de méfiance auprès de sa clientèle et c'était un manque à gagner pour son entreprise. Alors, c'est comme ça qu'il s'est tourné vers nous et enfin, il avait la solution. Alors, les slides, c'est une problématique. Déjà, la ville de Kinshasa, lui seul, produit plus de 5 tonnes de sacs et des emballages plastiques par jour. Et après utilisation, c'est 90% qui se retrouvent dans la nature. Mais également, il y a plus d'1 million d'arbres qui sont coupés chaque année pour la fabrication de papier, ce qui contribue au changement climatique. Et de l'autre côté, il y a la République démocratique du Congo, lui seul, qui produit déjà plus de 100 000 tonnes de bananiers, ce qui équivaut à plus d'un million de tiges qui sont abandonnées dans la nature. Parce que les bananiers est une plante pérenne qui porte qu'une seule fois les fruits. Après la récolte, on est obligé de couper la plante mère pour laisser la place à la jeune plante afin de bien croître. Alors, nous voulons remédier à ces problèmes et nous avons apporté le sac et les emballages papier biodégradable faits à base de fibres de bananier. Ces sacs sont hydrophobes, c'est-à-dire imperméables à l'eau et à l'huile, mais également, ça peut supporter jusqu'à 50 kg de poids. Pour la fabrication de nos papiers, nous commençons par la collecte de notre matière première, qui est les tiges des bananiers, dans le périphérie de Kinshasa et qui sera transportée dans notre entrepôt. Après, il y aura la cuisson, le broyage, les mélanges et enfin le papier sera séché. Fabrication des emballages en République démocratique du Congo. Et en 2017, il y a l'ancien Premier ministre qui a publié un décret portant sur l'interdiction de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs et emballages en plastique par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais c'est une mesure qui souffre d'application par manque d'alternatives. Et pour notre marché, déjà, dans la ville ou en République démocratique du Congo en général, les bananiers ne pas sa récolte, il abandonne. Alors, nous sommes la première entreprise qui recycle les bananiers en République démocratique du Congo, ce qui prouve déjà l'abondance de notre matière première. La ville de Kinshasa, lui seul, compte déjà plus de 15 millions d'habitants et après nos recherches, nous avons estimé que notre marché accessible est de 10% de cette population. Pour le premier trimestre, nous avons plus de 4 000 sacs, et ce qui équivaut à plus de 5 tonnes de bananiers recyclés. Et cela a généré un chiffre d'affaires de $2 000. Pour nos besoins en investissement, pour les prochains 6 mois, nous aurons besoin de $25 000 pour rajouter des machines que nous avons ici afin de faire croître notre production mensuelle à une capacité de 10 000 sacs de mois et cela va générer un chiffre d'affaires de $5 000. Et une fois ces objectifs atteints, nous envisagerons un 300 000 pour les productions et cela va générer un chiffre d'affaires de
$75 000, un chiffre d'affaires mensuel de $75 000. Et ces besoins seront répartis de la manière suivante: 55% pour l'investissement en matériel, 18% pour l'investissement immatériel et les 27% pour le fonds de roulement. Alors, comment Ecoplus génère de l'argent? Nous avons la vente de sacs, des emballages et des enveloppes, mais également un service à impression, et nous comptons devenir distributeur de fibres dans le monde. C'est déjà une demande qui fait ressentir. Mais d'un côté, nous avons la publicité. Il y a des entreprises qui font imprimer leur logo sur nos sacs, et ces sacs sont vendus dans les marchés de Kinshasa. Nous avons également un service de design. Pour les plans marketing, nous déployons plutôt des marketeurs qui vont vers nos prospects pour leur présenter notre produit, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui continuent d'importer parce qu'ils ne savent pas qu'il y a déjà une alternative ici au pays. Mais également la vente en ligne via les réseaux sociaux et un site Internet. Notre clientèle est constituée de 85% des entreprises et de 15% de particuliers. Stratégie mise en place pour l'impact environnemental. Déjà, nous utilisons les résidus agricoles pour fabriquer nos sacs, ce qui est très écologique, et nous ne générons pas un impact négatif sur l'environnement. Et ils nous ont fait confiance. Nous avons gagné de marché avec des grandes entreprises telles que Total, Bolloré, les Jeux de la francophonie, Stratedos, Texaf, Silicon Village et autres. Ils ont parlé de nous. Il y a eu quand même de grands médias internationaux qui ont parlé d'Ecoplus. Il y a VOA Afrique qui a parlé de nous. Il y a Jeune Afrique qui venait récemment de publier un article sur Ecoplus, et d'autres médias ici à l'intérieur du pays. Merci. Merci. Voilà, Serge, tu as la parole. On ne t'entend pas, Serge. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez, moi? Parce que Serge, on ne l'entend pas du tout. Oui, moi, je t'entends, mais je n'entends pas Serge non plus. Je n'entends pas. Il parle, mais le micro ne marche pas. Je vois le micro bouger, mais on ne t'entend pas parler. Allô? Allô? Olivier? Oui, Serge, on t'entend là, on t'entend. Ah, OK. Donc, merci à Dorcas pour sa belle présentation. Merci à Roland qui l'a précédé. Et donc là, nous allons donner la parole à M. J.J. Tungula de Equity BCDC, justement, pour nous retenir sur la question du financement dans l'agro-business ou du financement du secteur agricole par rapport au programme et à la politique de Equity BCDC. Monsieur JJ, bonjour. Bonjour, Monsieur Serge. Ah, OK, merci. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Serge pour l'occasion que vous me donnez de parler du programme d'accompagnement des acteurs des chaînes des valeurs agricoles d'Equity BCDC. Alors, pour l'histoire, Equity BCDC a mis en place un département, une unité spécialisée dans l'accompagnement des acteurs du secteur agricole. A mis en place un département qui est chargé d'accompagner les acteurs du secteur agricole.
C'est là notamment pour deux raisons principalement. La première raison est que dans la vision de la banque, qui est d'être les champions de la prospérité socio-économique des Africains, donc je disais que pour deux raisons principalement. La première raison qui a motivé la banque à créer toute une entité en son sein qui s'occupe de l'accompagnement des acteurs du secteur agricole, c'est que la vision de la banque est d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains, et notamment ici de la RDC des Congolais. Et donc, lorsqu'on est dans un pays, la RDC, où vous avez plus de 70% de la population active qui est dans le secteur agricole et où 60% des emplois qui sont créés sont dans des secteurs qui sont directement soit le secteur agricole lui-même ou directement lié au secteur agricole, eh bien, on ne peut pas parler de la prospérité socio-économique, d'avoir de l'impact si on n'intègre pas dans la gamme des produits ou dans la gamme des services disponibles l'accompagnement des acteurs du secteur agricole. Donc, ça, c'est la première raison, la raison fondamentale. La deuxième raison vient du potentiel du potentiel agricole de notre pays. On connaît tous les chiffres, j'imagine. On parle de 80 millions, certaines sources parlent de 120 millions d'hectares de terres arables. On a un climat qui est favorable, nos sols ne sont pas les pires sols qui existent, mais nous avons aussi un marché intérieur énorme. On parle de 80, voire même plus millions d'habitants pour consommer cette production agricole. Alors donc, dans le cadre de cette vision de la banque a mis en place cet outil ou cette entité d'accompagnement du secteur agricole. Alors, qu'est-ce qui est visé dans l'accompagnement des acteurs du secteur agricole? Eh bien, la banque vise à contribuer à la redistribution des richesses, notamment avec l'accès aux ressources et aux services financiers dont elle dispose. Deuxième objectif, c'est que ce financement agricole ne voudrait pas être focalisé sur les grandes entreprises, les agribusiness comme on les appelle, mais aussi atteindre cette population, cette grande masse qui se retrouve parmi les paysans, les petits producteurs agricoles qui sont regroupés dans les associations, les organisations paysannes, les coopératives et voire même dans des groupements d'intérêt économique. Troisième objectif, c'est de pouvoir promouvoir un secteur agricole novateur qui est orienté, qui est tourné vers le commerce. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'agriculture dans le pays, mais ça reste une agriculture de subsistance, une agriculture qui n'a pas une déclinaison commerciale. Et un autre objectif, c'est de pouvoir appuyer la valeur ajoutée des produits locaux. Alors, qu'est-ce qui fait, je vais dire, la différence de l'offre d'Equity BCDC dans ce secteur? Eh bien, c'est l'expertise que la banque a dans le financement du secteur agricole. Comme je le dis souvent dans différentes conférences, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut financer, ce n'est pas le banquier traditionnel qui peut financer facilement le secteur agricole, surtout lorsqu'il s'agit vraiment de faire des financements qui créent de l'impact et pas un financement opportuniste où on voit déjà une entreprise qui est assise, etc. On fait un crédit ou on fait un accompagnement, mais c'est vraiment faire non seulement du financement, mais faire aussi de l'accès au financement. Alors, l'autre particularité, c'est que la banque a développé des outils de proximité avec les agriculteurs. L'une des contraintes qui fait que la plupart des banques traditionnelles dans notre pays surtout, ou même dans des pays qui ont des caractéristiques similaires à notre pays, ce qui fait que les banques traditionnelles ne vont pas facilement vers les secteurs agricoles, c'est le fait déjà que financer l'agriculture coûte plus cher que financer les autres secteurs d'activité. Pourquoi? Parce que vous avez une dispersion de la clientèle et vous avez justement cette saisonnalité des revenus qui fait que le cash ne circule pas suffisamment, surtout lorsqu'on est dans le maillon de production agricole. L'autre particularité, c'est que nous avons pu développer des
produits et des services qui sont dédiés, qui sont spécifiques au financement des acteurs du secteur agricole, quel que soit le maillon de la chaîne des valeurs dans lesquels ils se retrouvent. Nous avons aussi la particularité d'avoir mis en place des outils de gestion au niveau interne qui permettent de mieux superviser, de mieux suivre l'accompagnement que l'on fait aux acteurs du secteur agricole. Et une autre force, c'est que nous travaillons aussi sur le renforcement des capacités de nos clients, que ce soit en termes d'éducation financière, de formation en entrepreneuriat, mais aussi dans le renforcement de la gestion de leurs activités et particulièrement pour les secteurs agricoles, dans le conseil et les orientations, parce que tous nos conseillers clientèle dans ce secteur, dans ces départements, sont à la base des experts en agriculture, des ingénieurs agronomes en zootechnie, phytotechnie, en économie agricole, en développement rural. Alors, pour aller peut-être dans les vifs du sujet, qu'est-ce qu'on propose alors? Quelle est notre proposition? Aujourd'hui, nous proposons des produits de crédit classiques, mais adaptés au secteur agricole, notamment à la saisonnalité des revenus, des produits pour financer tout ce qui est besoin en fonds de roulement, pour financer tout ce qui est besoin en acquisition d'équipements, mais aussi des produits pour financer tout ce qui est trade, tout ce qui est commerce sur la chaîne des valeurs agricoles. Là-dedans, on inclut bien entendu des besoins de transformation, des stockages, d'exportation et même de commercialisation tout court des produits agricoles. À côté de ces produits, on va dire classiques mais adaptés, on a développé aussi des produits que j'appelle des produits spécifiques. Les produits spécifiques, c'est par exemple le warrantage, c'est-à-dire le crédit contre stock. C'est un produit qui fonctionne avec trois parties où vous avez d'une part la banque, vous avez l'emprunteur, le client, et vous avez une troisième partie qui joue le rôle du tiers détenteur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on confie le stock, le client confie son stock à ce tiers détenteur qui est agréé par la banque et le tiers détenteur lui émet un récépissé. Et c'est sur base de ce récépissé que nous pouvons justement lui octroyer une ligne de crédit pour ses besoins de fonctionnement, par exemple. Et cette ligne de crédit est garantie par le stock qui est déposé auprès du tiers détenteur. Donc, c'est un crédit que nous avons développé pour la filière maïs dans le Grand Katanga et c'est un crédit qui fonctionne très bien et qui vient résoudre un grand problème de fluctuation de prix où vous avez des prix qui passent du simple au triple entre la récolte et les saisons où il y a carence, surtout lorsqu'il y a des phénomènes de sécheresse, notamment dans les pays d'Afrique australe qui approvisionnent le marché katangais, par exemple. Juste pour approfondir sur cet exemple, vous avez le marché katangais qui a besoin de consommer 1,5 million de tonnes de maïs chaque année, mais la production locale arrive à peine à 400 000 tonnes. Donc, vous êtes à moins du tiers pour la production locale. Et donc, la province et la zone, le pays, donc, doit se tourner vers les pays d'Afrique australe pour pouvoir combler ce besoin, ce gap en termes de besoins en maïs. Et donc, ce produit-là est arrivé justement, il a été pensé et mis en place pour pouvoir soulager et aider les acteurs locaux qui sont dans la production à pouvoir faire face à cette réalité qui s'imposait à eux. Un autre produit spécifique, c'est le crédit aux petits producteurs, parce que l'idée, c'est d'inclure financièrement, de faciliter l'inclusion financière des petits producteurs, parce que souvent, ils sont exclus. Si les gros, ceux qui ont des entreprises beaucoup plus développées, peuvent quand même avoir accès au financement, les petits producteurs, jusque-là, on était exclus de facto parce qu'ils n'ont pas les garanties nécessaires, parce qu'ils n'ont pas la structure qu'il faut, parce qu'ils n'ont pas la traçabilité, l'historique, parce qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés dans la chaîne des valeurs, donc dans la chaîne de commercialisation et de distribution, parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'ils ne sont pas formalisés légalement déjà. Et ça, on a pu mettre en place un produit qui permet justement de les intégrer et de pouvoir les financer.
Grâce à ces produits, par exemple, nous avons financé des petits producteurs de café, de riz, etc., de maïs, tout en les aidant à améliorer aussi leur rendement, à améliorer la qualité de leur production, parce que la production agricole dans notre pays souffre aussi d'un problème de productivité en termes de rendement, mais aussi un problème de qualité pour être compétitif sur les marchés, notamment vis-à-vis des produits importés qui inondent le marché. Alors, ce produit, c'est un produit qui permet le financement des coopératives agricoles, mais pas seulement des coopératives agricoles, mais aussi des membres de ces coopératives-là, qui sont en général des petits producteurs, en moyenne ne disposant même pas d'un hectare, ne produisant même pas sur un hectare. Le premier, c'est le crédit qu'on appelle le crédit coopératif, qui s'adresse justement aux coopératives agricoles et à leurs membres. Et le deuxième, c'est le crédit agro-lisanga, qui permet de financer les petits producteurs dès lors qu'ils sont intégrés dans une chaîne d'approvisionnement d'un plus grand acheteur ou bien d'un plus grand marché. Nous sommes en mesure de ce fait-là de les financer via cette entreprise qu'on va appeler entreprise chef de file, qui représente en fait le sommet du marché. Ça, c'est vraiment des produits qui ont permis l'inclusion financière. Eh bien, ces produits ont plusieurs avantages. C'est que les petits producteurs n'est pas soumis à l'exigence des garanties traditionnelles parce que déjà, ils n'en ont pas. Et même lorsqu'ils ont accès au foncier, c'est un foncier qui n'est pas sécurisé par des documents qui permettent de les considérer comme des gages ou de biens à hypothéquer valablement. Deuxième avantage, c'est que les petits producteurs bénéficient justement de l'encadrement soit de la coopérative, soit de l'entreprise chef de file, et donc peut améliorer sa productivité et améliorer la qualité de ses produits. Troisième avantage, les petits producteurs n'est pas obligé de rembourser en argent, mais il peut rembourser en nature, justement, et il peut écouler sa production directement au moment de la récolte. Un autre avantage, c'est que le crédit est traité directement comme étant un crédit, je veux dire, donné à une grande entreprise ou corporate, et donc le risque est diminué. Et qui dit atténuation du risque dit aussi baisse du coût du crédit. Et donc, il y a une réduction in fine du coût du crédit pour l'agriculteur. Donc, voilà un peu de manière très synthétique l'offre de crédit agricole que nous mettons à la disposition des acteurs du secteur agricole, que ce soit ceux qui sont dans la production ou dans la transformation, la distribution et toute autre chaîne de maillon de la chaîne des valeurs. Donc, merci à vous, Monsieur Serge. S'il y a des questions, je suis disponible. Merci. Merci, Monsieur JJ, pour poser bien détaillé. Je suis en train de lire dans le chat, je trouve qu'il y a une question pertinente que je voudrais vous adresser. Donc, je commence par Monsieur JJ. La question dit ceci. Est-ce que Equity BCDC peut financer ces deux projets présentés qui montrent déjà une certaine expertise sur le terrain? Donc, nous avons eu le projet Ndunda Aquaponics et puis EcoPlus. Donc, voilà, les deux jeunes entrepreneurs ont très bien exposé leurs initiatives, leurs exploits sur le terrain. Qu'en dites-vous, Monsieur JJ? Quelle serait l'approche de l'Equity BCDC, du programme d'accompagnement agro-business par rapport à ces deux projets? Merci, Monsieur Serge. Oui, les deux projets que j'ai vus qui ont été présentés ici, pour moi, ce sont des projets très intéressants. Et la banque, donc nous sommes très, très, très ouverts à être en contact avec les initiateurs ou les initiatrices.
et pouvoir les accompagner. Dès ce que j'ai vu, par exemple, du deuxième projet sur la fabrication des emballages, ben, c'est très intéressant. Et j'ai vu qu'il y a des besoins en termes d'investissement, en termes d'équipements supplémentaires. Nous sommes tout à fait ouverts à discuter. Ben, l'approche, ce serait, s'ils ont déjà un plan d'affaires, pas forcément quelque chose de compliqué, hein. Moi, j'ai toujours besoin de dire, on n'a pas besoin d'un truc sophistiqué. Un état de besoin nous suffirait déjà à commencer la première discussion pour voir quels sont les besoins, quel est le montant qui est demandé et quel est le montage qu'on peut mettre en place pour pouvoir assurer l'octroi du crédit et la conclusion du dossier. Donc, moi, je suis très ouvert. Les deux projets sont très intéressants et on est tout à fait ouvert. Donc, la première des choses, c'est vraiment s'ils ont déjà des plans d'affaires, moi, je pourrais les recevoir dès la semaine prochaine pour qu'on en discute et qu'on approfondisse. Merci beaucoup, Monsieur JJ. J'apprécie ce pragmatisme. Donc, je pense que si nous organisons des pareilles sessions et nous invitons des praticiens, des experts des financements que vous êtes, c'est justement pour qu'il y ait ce type d'étincelle. Donc, c'est encourageant. Une deuxième question pour vous dans le chat. Quels sont les taux d'intérêt? D'accord, merci. La question de taux d'intérêt, c'est une question très intéressante. Et moi, si vous permettez, j'aime toujours prendre une minute pour expliquer c'est que réellement le taux d'intérêt pour enfin donner des marges, c'est-à-dire des fourchettes dans lesquelles nous avons nos taux d'intérêt. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le taux d'intérêt est fixé sur base d'un certain nombre de paramètres. Le taux d'intérêt est fixé d'abord sur base du coût de la ressource, c'est-à-dire du coût de l'argent qui est prêté. Parce que la banque fait de l'intermédiation financière. Donc, elle doit pouvoir collecter de l'épargne pour pouvoir ensuite donner cette épargne sous forme de crédit aux entreprises, aux entrepreneurs qui ont des besoins d'investissement, des besoins de fonctionnement, des besoins de liquidité. Alors, donc, le premier paramètre qui permet de fixer le taux d'intérêt, c'est le coût de la ressource. Alors, sans entrer dans les détails, nous savons tous que notre économie ici n'est pas encore très bancarisée, surtout lorsqu'on parle de l'économie de la grande masse de la population, où vous avez un taux de pénétration voilà, où vous avez un taux de pénétration bancaire de moins de 10%, on parle même de 6%. Et donc, la grande masse de l'argent n'est pas gardée dans les banques et circule en dehors du circuit bancaire. Ce qui fait que pour mobiliser de l'épargne, pour collecter de l'épargne, les banques sont obligées de rémunérer. Et bien souvent, cette épargne-là même ne suffit pas. Les banques sont obligées de se refinancer ailleurs. Et pour se refinancer, eh ben, les banques empruntent de l'argent pour pouvoir faire des prêts parce que la plupart de nos ressources sont conservées dans des comptes courants, ce qu'on appelle des ressources courtes, et donc des ressources qu'on ne peut utiliser suivant les normes prudentielles de la Banque centrale, du régulateur, qu'à moins de à 30% maximum. Pour qu'il y ait toujours de la liquidité pour le monsieur qui vient au guichet, qui vient retirer, qui vient devant les distributeurs, etc. Donc, mobiliser cette ressource-là coûte de l'argent. Et donc, déjà, les taux d'emprunt ici, dans notre pays, à cause du risque pays et tout ça, tournent parfois autour de 6-7%. Et pendant les périodes les plus tendues, par exemple, les années des élections, ça pouvait monter même jusqu'à 8% pour mobiliser des ressources. Donc, si vous mobilisez déjà une ressource à 7-6%, même les dépôts à terme qui sont des ressources longues, c'est-à-dire que les banques peuvent utiliser pour prêter, peuvent utiliser à 100% pour prêter, ben ces dépôts à terme, parfois on est obligé de les rémunérer à 5-6%.
pour pouvoir les attirer justement. Et donc, ça, c'est déjà le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ce sont les coûts opérationnels. Nous avons un pays vaste, les coûts opérationnels sont ce qu'ils sont, doivent être intégrés. Le coût du risque doit être aussi intégré. Et puis, la marge de l'entreprise banque doit aussi être intégrée. Ce qui fait qu'on est dans un marché de l'argent qui impose déjà un certain niveau de taux d'intérêt dans le pays. Ensuite, maintenant, la banque analyse les différents secteurs et par rapport à l'analyse des différents secteurs, on connaît les marges, par exemple. Les petits commerces, en règle générale, vous avez des marges autour de 30%, voire même certaines activités qui arrivent à 50%. Vous avez des activités agricoles où la marge dépasse difficilement les 20%. Vous avez d'autres activités, vous avez des marges plus faibles, etc. Donc, ça varie. Et c'est dans cette marge-là que la banque va chercher sa rémunération en termes de taux d'intérêt pour pouvoir justement continuer le travail qu'elle fait d'intermédiation financière. Alors, pour le secteur agricole spécialement, en tenant compte de ces paramètres-là, la banque fait quasi du social, on va dire, parce que nous avons fixé des taux d'intérêt qui sont jusqu'à 7 points inférieurs aux taux qui sont appliqués, aux taux qui sont imposés par le marché de l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des taux d'intérêt lorsqu'on est dans des secteurs, dans des segments aussi risqués que sont les micros, les petites entreprises, on est dans des taux d'intérêt qui sont à moins de 1,8% le mois et des taux qui sont dégressifs et c'est-à-dire que les intérêts sont chargés, sont appliqués sur le capital restant dû. Mais ça varie justement en fonction des montants qui sont demandés, mais de manière globale, on ne dépasse pas les 1,8% le mois. Ce qui fait que ça rentre en règle générale dans les marges des activités. Et si jamais une activité n'a pas une marge suffisante pour absorber le crédit, c'est une activité qu'on ne va pas financer parce que ça va simplement asphyxier l'emprunteur et le mettre en défaut. Et ça, ce n'est pas intéressant pour la banque. Donc, je pense avoir donné, j'ai fait un peu de pédagogie sur cette question-là, mais ça vaut la peine de le faire de temps en temps. Merci. Allô, je vois certaines questions dans le chat. Monsieur Djedje, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, on t'entend, on peut parler. Oui, Serge, à toi la parole. Oui. Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Parfaitement, on entend parfaitement. Je vous entends très bien. Allô? Allô, Serge, est-ce que tu nous entends? Alors, j'ai l'impression que M. Serge n'entend pas. Allô? Si vous le permettez. Allô? Allô? C'est comme si M. Serge ne nous entend pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Maintenant, Monsieur oui. Djedje. Maintenant, ok. oui, je vous entends.
OK, je disais, des questions pleuvent dans le chat en rapport avec le financement. Moi, je suis persuadé qu'il serait intéressant d'organiser tout un webinaire sur le financement. C'est ce que l'intérêt démontre. Je préfère que nous nous tournions. Il y a tout de même des questions adressées à nos jeunes entrepreneurs. Je prends une question pour Roland Songwa. Roland, combien de temps cela prend-il pour avoir un site aquaponique opérationnel? Voilà, ça prend combien de temps? Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus? D'accord. Pour avoir un site aquaponique opérationnel, déjà, il faut avoir un espace aménageable. Après avoir aménagé l'espace, installer le système, ça dépend des moyens que vous avez pour l'installer. Et après, bien sûr, avoir les premiers intrants qui sont les alevins. Et pour que les alevins arrivent à maturité, donc à un stade consommable, ça dépend du cycle de croissance que vous voudrez adopter. Vous pouvez avoir un cycle de croissance de 2 mois, de 6 mois, de 3 mois. Donc, au bout de 2 mois, par exemple, vous pouvez déjà avoir vos poissons consommables. Au bout de 3 mois, de 4, de 6 mois, ça dépend de vous. Donc, ça dépend plutôt du cycle de croissance. L'espace minimum, en tout cas… Oui. Est-ce que je peux avoir sur 1 mètre carré, chez moi à la maison, sur 1 mètre carré? Est-ce possible? Oui, vous pouvez en avoir. C'est pas… Voilà. 1 mètre carré, ça dépend de juste l'espace que vous avez. 1 mètre sur 20 ou 1 mètre carré? Non, non, 1 mètre carré. Donc, voilà, 1 mètre sur 1 mètre. Est-ce possible d'avoir, Oui. comment dirais-je, une infrastructure pareille? Oui, ce sera un tout petit étang pour une consommation purement ménagère. Familiale, hein? OK. Exactement, oui. OK, il y a une deuxième question pour vous. Je pense que c'est une question de terminologie. Quelle différence y a-t-il entre aquaponie et aquaculture? Voilà, quelle est la différence? Voilà, nous, on ne sait pas, c'est à vous de nous éclairer. OK. L'aquaculture fait partie de l'aquaponie parce que dans l'aquaponie, on a le mélange de l'aquaculture et de l'hydroponie. Donc, la culture des végétaux, mais en même temps, l'élevage des poissons. Alors que l'aquaculture, c'est purement culture des végétaux. Donc, dans l'aquaponie, on a le mélange de l'aquaculture et de l'hydroponie. Ah, OK, merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Je vais passer la parole à Madame Annie Mandungu qui a demandé la parole, mais juste une petite, je voudrais, comment dirais-je, pour ne pas oublier, hein, c'est important, à l'attention de Monsieur JJ. Monsieur JJ, je souhaiterais que vous nous fassiez parvenir une synthèse de votre présentation. Comme ça, nous allons pouvoir l'inclure dans le replay. Donc, quand on va envoyer le replay aux participants, votre présentation brève, en fait, un résumé, une synthèse de ce que vous avez développé, soit aussi annexé, et comme ça, ça pourra enrichir les participants. D'autant plus que vous n'avez pas eu une présentation projetée, hein, sur l'écran. Donc, c'était une parenthèse. Olivier, est-ce qu'on peut accorder la parole à Madame Annie Mandungu? Madame Annie, vous êtes une familière. Vous êtes une familière de nos webinaires, donc vous connaissez le principe des questions directes, claires, concises, aller droit au but. Merci, madame. OK, bonjour. J'ai une question pour chacune des jeunes dames. La première, c'est par rapport à votre première remarque là. Est-ce qu'on peut le faire dans un… Vous voyez, les cubiténaires, c'est 1000 litres. Les grands cubes là, blancs qu'on voit dans les rues pour 1000 litres d'eau. Est-ce qu'on peut le faire là-dedans? On peut travailler là-dedans. Ça contient 1000 litres d'eau. Alors, pour le bananier, est-ce qu'ils font des gobelets par exemple, quand on a besoin de boissons, tous les gens qui font les bars à jus, est-ce qu'ils font des gobelets? Est-ce qu'ils font des contenants, par exemple, pour mettre, comme on fait les sachets pour les ketchup et tout ça? Est-ce qu'ils le font? Parce que ça nous intéresse particulièrement. Voilà.
OK. Dorcas, est-ce que vous pouvez répondre? Vous pouvez commencer, Dorcas, s'il vous plaît. Dorcas Mumbembe. Oui, je suis là. Dorcas, est-ce que vous avez entendu la question? J'ai entendu la question du gobelet. Le deuxième, je n'ai pas bien entendu. De contenants, par exemple, pour le ketchup et consorts, est-ce que vous en produisez, est-ce que vous en fabriquez? Bon, c'est possible, mais pour le moment, non, parce qu'il nous faut de machines pour faire tout ça. C'est qu'on n'a pas encore. OK, donc vous dites que c'est possible. Oui. Oui. Roland, il y a une question qui vous était, qui vous était adressée. Oui, je l'ai écouté. Pour les tanks blancs, là, de 1000 litres, c'est faisable. Oui. C'est juste qu'on a aussi pour notre ferme prototype. Donc, c'est faisable. OK. Voilà. Les questions, nous continuons à recevoir des questions. Sinon, je vais exploiter les questions du chat. Oui, alors, Dorcas, il y a une question pour vous. En fait, pour nos jeunes entrepreneurs, pour nos dames entrepreneurs, parlez-nous un peu de vos difficultés. Quelles sont vos difficultés? C'est-à-dire, les difficultés, nous en avons tous, mais quelles sont vos difficultés majeures? Vous êtes dans deux filières différentes. Dorcas est dans, je pourrais dire, voilà, le conditionnement. Roland est dans Le recyclage, tout simplement. Le recyclage et conditionnement, de toute façon, parce que vous nous produisez des emballages, oui. Par exemple. Oui. Voilà. Alors, quelles sont vos difficultés majeures? Vos plus grandes difficultés? Pour moi? Oui. Oui. D'abord, on a la logistique qui est notre. Et la deuxième difficulté, c'est en fait l'offre qui est élevée. Alors, la demande est vraiment, élevée, alors que l'offre est vraiment réduite. Donc, on n'arrive pas vraiment à couvrir notre demande. Ce sont deux grandes difficultés que nous rencontrons. OK. Roland, pour votre part dans l'aquaponie, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? De notre côté, le problème majeur se trouve dans l'approvisionnement en alpin parce qu'on n'a pas vraiment de fournisseurs stables ici à Kinshasa. Et on a pensé à l'alternative d'avoir une écloserie, seulement ça coûte cher. Et avec les moyens de bord qu'on a, on a pu expérimenter ce système-là, ça a marché. Mais le plus grand problème, justement, c'est avoir des alpins en temps et en heure, qui est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de fournisseurs comme tel. Donc, à part ça, il y a aussi la livraison qui pose problème. Pardon, la dernière fois, je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Vous dites, à part la difficulté des alvins, quelle autre difficulté? La livraison, ceux qui veulent être livrés à domicile. OK, la livraison. OK, les questions à nos entrepreneurs, les questions sont les bienvenues. Voilà, pour l'aquaponie, avez-vous contacté le prof Mutambwe pour l'aquaponie, les alevins? Voilà, il y a une suggestion pour vous de Madame Annie Mandongo pour Roland. Non, nous n'avons pas contacté le prof. Donc voilà, si vous ne l'avez pas contacté, justement,
c'est peut-être une issue, une voie de solution. Donc, voilà. Madame Annie, j'espère que vous pourrez transmettre les contacts et les coordonnées du professeur à Roland de Songwa. Donc, si ces webinaires contribuent à apporter la solution, peut-être pas dans sa totalité, mais déjà une partie de la solution, nous sommes heureux. Les questions sont les bienvenues. Je vois que les questions tournent autour des financements, autour de la banque. On va pouvoir équilibrer. Comme je le disais tout à l'heure, il s'y est d'organiser tout un webinaire sur la question des financements. Comme ça, une intervention brève laisse beaucoup de gens sur leur soif et il y a toujours beaucoup de questions à poser. Pardon, Dorcas, il y a une question pour vous. J'ai cru comprendre que vous êtes en train d'expérimenter d'autres plantes en dehors du bananier. Est-ce que vos expériences sont prometteuses? Est-ce que vous allez nous annoncer comment, dans un futur proche, que voilà, c'est, je ne sais pas, c'est une nouvelle plante, c'est une herbe sauvage que vous utilisez maintenant dans le recyclage. Voilà. Et est-ce que j'ai bien compris? J'ai bien compris cette approche-là, que vous ne vous arrêtez pas simplement au bananier, mais vous explorez d'autres espèces à recycler. Oui, exactement. On a d'autres plantes qui sont encore en expérimentation, mais et dont les résultats aussi prometteurs dans le nier. On remarque que le taux de la cellulose est vraiment très élevé par rapport aux autres plantes, mais ça reste quand même une matière première qu'on peut toutefois exploiter. Il y a aussi une plante qui est très prometteur plus que les bananiers, mais dont la culture est interdite. Donc, espérons peut-être en 2050, on pourra libéraliser les secteurs et on peut l'explorer. Ah, vous avez de l'espoir, hein? En 2050, moi, j'aurais cru en 2023. En 2023, vous parlez de 2050. Ben, c'est une manière de dire, hein, parce que okay. Ouais, ailleurs, on est déjà en train de l'accepter. On espère aussi que chez nous, dans le prochain jour, mois, année, on pourra avoir un décret qui peut accepter qu'on puisse la cultiver ici. Ok, mais une question dans le chat, hein, une question à vous deux. Quel est ce programme entrepreneurial qui vous a permis de lancer vos startups? Est-ce que vous êtes passé par un programme précis? Aujourd'hui, c'est la mode, vous passez via des incubateurs et ainsi de suite. Et puis, voilà, vous êtes accompagné, vous êtes encadré. Comment? Est-ce le cas pour vous deux ou voilà, vous êtes parti, vous vous y êtes pris de manière autonome? Roland, oui. Par exemple, est-ce que vous avez dû, vous avez été incubé et puis accompagné, encadré, est-ce le cas? L'incubation est venue après. Le projet a été lancé, développé depuis 2000. Nous avons commencé à on a été incubé dans un cas impact qui vient de se terminer à quelques mois. Donc l'incubation n'a pas vraiment été le moteur de départ parce qu'on avait déjà depuis 2000. Ok. Et Dorcas? Ce projet est né déjà d'une expérience personnelle.
Ok. Je crois que l'article récent de Jeune Afrique, où tout est bien expliqué, c'est né vraiment d'un problème personnel que j'ai rencontré quand je faisais mes livraisons de légumes. Et c'est à partir de là que je voulais passer à je peux faire moi-même mes sacs, et voilà, jusqu'à ce que je puisse le développer parce que j'ai remarqué que c'était un problème que les autres rencontraient également. Alors, l'incubation m'a aidé du point de vue entrepreneurial parce que oui, j'avais la matière, j'avais les notions, mais seulement je ne pouvais pas me lancer dans le bag. Il fallait être bien cadré. Il fallait quand même suivre de formation pour savoir c'est qui la clientèle, comment l'aborder et tout. Donc voilà, du point de vue entrepreneurial, l'incubation m'a été vraiment, vraiment très importante. Ok. Voilà, nous sommes en train de conclure. Il y a plusieurs jeunes qui vous suivent, qui vous écoutent. Ils ont des projets. Ils ne sont pas encore au stade où vous êtes, donc ils n'ont pas encore atteint le niveau que vous avez aujourd'hui. Ils ont des ambitions, ils ont des projets, ils sont en train de se préparer. Alors, quel est le conseil que vous leur prodiguez? Bon, sachant que vous êtes en train de progresser aussi. Vous êtes en train de progresser, vous êtes dans un processus et vous grandissez, vos entreprises se développent, subissent de la croissance. Qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil ce soir? À ceux qui ont un projet, je leur dirais de croire fort, très fort, parce que ce sont dans les matériels. S'ils pensent qu'ils peuvent pas y arriver, ce sont des programmes pour aider à bien. J'en profiterai pour leur parler par lequel je suis passée et énormément et si vraiment un programme dans la prochaine session sera et voilà, être bien encadré, croire et aller jusqu'au bout. Je donnerai à tous les qui nous suivent. Merci Dorcas et Roland. Si vous devez leur partager votre expérience sous forme de conseil, que diriez-vous? Allô? Oui, je suis là. Oui, comme conseil aux jeunes, oui. Ouais. Comme conseil aux jeunes, moi j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat au Congo c'est une guerre. Donc quand on se lance dans une guerre, on doit être muni de tout. Oui, la guerre, vous allez dans la guerre, dans le marché, parce que le marché congolais n'est pas toujours facile, surtout nous qui sommes dans le co-responsable. Le Congolais, lui, à un moment, il s'en tape, hein, il trouve que c'est normal et tout. Donc, c'est vraiment une guerre où tu dois d'abord commencer par leur inculquer cette mentalité de passer à l'éco-responsable, mais aussi de trouver un moyen de vendre ton produit et tout. Donc, voilà. Et quand on va dans une guerre, on doit être muni de tous les armes possibles. Donc, vous devez être bien formé. Mais vous devez avoir un projet bien conçu et vous devez avoir une bonne stratégie de marketing. Vous devez vraiment avoir toutes les armes possibles pour réussir au Congo. Donc, certes, c'est pas facile, ça c'est vrai, mais on doit commencer toujours petit et on monte vers le haut. Donc, ils doivent rester tenaces malgré tout ce qui peut arriver, rester tenaces, croire en eux, croire dans leurs initiatives et de continuer d'avancer malgré tout. Ah, merci beaucoup. Merci Roland. Donc, vous avoir sur ce webinaire
c'est déjà une grande lueur d'espoir. Donc voilà, merci d'avoir répondu présente à cette invitation, d'avoir partagé vos expériences. Je vois que vous avez partagé vos coordonnées dans le chat. Voilà, nous aurons besoin d'en savoir plus, d'échanger avec vous. Merci, Monsieur JJ, aussi pour votre temps. Dans le chat, il y a un commentaire qui vous est adressé. L'intervention de Monsieur JJ a été trop pertinente. Merci beaucoup pour avoir apporté de l'éclairage sur le mode de financement d'Equity BCDC. Nous souhaitons qu'un webinaire soit organisé avec comme thème le mode de financement des projets agricoles. Donc voilà. Là, nous allons terminer sur cette note, sur ce souhait. Je remercie Olivier, je remercie Zach, je remercie notre partenaire, l'agence en communication POT. Merci à tous les membres de Bilanga Yabetu. Merci aux organisateurs du MAGRIC Bilanga Yabetu, marché agricole Bilanga Yabetu. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Et nous espérons vous partager le replay. C'est vrai que comparé aux 3 webinaires précédents, nous avons eu beaucoup de challenges techniques, notamment avec le son aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, en général, ça a été instructif et édifiant. Donc, bonne soirée chez vous et à très bientôt.